Salutations à tous, chers auditeurs et spectateurs, et bienvenue sur la chaîne du Vénérable Apprenti. Si vous appréciez les contenus, c'est maintenant le temps de liker, de commenter, de partager, pour me donner un peu de référence, afin que je sois visible de tous. Ça faisait quelques jours que je n'avais pas tourné de vidéo, et je me suis dit, c'est le moment de revenir en force, avec une série sur McKinsey. Un cabinet dont vous avez au moins tous eu écho, entendu parler depuis le Covid, avec Macron, et son gouvernement dont Bruno Le Maire à l'époque faisait partie, qui n'hésitait pas à prendre des milliers, même des dizaines de milliers d'euros français pour les investir dans des PowerPoint et dans quelques paragraphes qui se bataillent les uns avec les autres sans aucune plus-value pour notre pays, mais nous coûtant un pognon de dingue. Parce que McKinsey, c'est pas seulement du public. Ce n'est pas uniquement de conseiller les gouvernants, les dirigeants et être dans l'ordre politique. C'est aussi s'intéresser, c'est leur principale mission, aux entreprises privées. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il y a peut-être des liens d'intérêt, des délits d'initiés qui peuvent être joués, mais c'est un autre sujet. Nous les retrouvons dans des petites entreprises, des fois, essayer de leur montrer comment réorienter leur tir, faire un cahier des charges, établir l'avenir et regarder où ils doivent plus investir, et à d'autres moments, peut-être où ils doivent délocaliser pour mieux se lancer et commencer à avoir on va dire un bon fonds d'investissement pour après mieux se déployer sur un territoire, que ce soit en Amérique, en France ou ailleurs. Donc ils invitent à délocaliser. Pour les grandes entreprises qui font appel à eux, on pense à Disney par exemple avec les parcs, leurs parcs Disney, les attractivités, les maintenances, comment déployer moins de personnel et faire plus d'argent, avec des entrées multiples et une gestion automatisée. Ils interviennent et disent, là ici par exemple, on peut essayer de gratter 2-3 heures de formation. Donc une formation, c'est le présentateur, animateur, et des fois il y a des groupes de 15-20 employés au minimum qui sont réunis. Alors si vous grattez 3 heures, vous faites 3 fois 21, 20 on va dire des personnels, et 1 du présentateur. Donc eux, ça leur fait déjà de sacrés bénéfices, juste sur de la formation. Après, il y a des emplois où là on leur dit, tiens, tu vas supprimer un poste, et les 3 autres qui étaient dans les activités connexes, tu vas essayer de les former à ça pour qu'ils deviennent polyvalents. Et comme ça, le poste qu'on a supprimé, eh bien, sa tâche de travail, on la répartira sur 2-3 autres postes. Et c'est comme ça que certains se retrouvent du jour au lendemain à avoir des journées de 7 heures, par exemple, de travail, mais pour autant devant fournir l'équivalent de 8 ou 9 heures d'efficacité. Ils en font des burn-out, on retrouve des accidents du travail, des personnels moins attentifs à ce qu'ils font, puisqu'on leur dit là, au lieu de passer 1 heure sur cette activité, t'en feras 45 minutes. Et tu dois faire la même maintenance, si on reste sur les parcs Disney. Derrière, le McKinsey intervient également auprès de d'autres entreprises. Et on peut imaginer, par exemple, ceux qui fournissent les pièces, les boulons, le mécanisme, l'électronique, et qui, pareil, veulent faire des coupes budgétaires, délocaliser, donc moins d'attention également quant à la qualité, et le résultat final, malheureusement, entraîne des fois des défaillances, à moins de sécurité, à des clients qui peuvent être insatisfaits, mais pour autant qui reviennent, parce qu'il y a le marketing qui rentre en jeu. Et c'est-à-dire que, au lieu d'axer principalement les investissements dans l'entreprise, dans le bien-être du personnel, le côté qualitatif des matériaux et matériels présents, on va les orienter à plus de publicité, afin de convaincre et de créer un besoin, mais derrière, voyez-vous, de s'en mettre plein les fouilles. On a à peu près ça, on a des licenciements massifs, des orientations vers plus d'intelligence artificielle, robotisation, automatisation, des recommandations de McKinsey qui ne sont pas toujours d'ailleurs dans le pacte éthique, hein, ça c'est ce qu'on a sur le 4e de couverture, et une enquête menée par 2 hommes, Walt Bognadish et Michael Forsyth. Je propose de débuter la lecture de quelques passages. Si vous avez des informations complémentaires, vous pouvez les joindre là dans la partie des commentaires. Et petit à petit, on va se pencher sur ce qu'ils ont fait, même des fois la participation à des désordres qu'on pourrait même considérer comme des crimes. Je pense à la crise de l'opioïde. Vous savez, aux États-Unis, là j'avais noté ça quelque part, ils ont pris des décisions afin d'aider les entreprises à vendre plus d'opioïdes. Et nous avons eu la crise derrière
qui est engendré et des consommateurs devenus limite des zombies. Il fallait après les mettre en internement ou bien les mettre sous d'autres médicaments. Et au final, les décisions des fois de ces gens-là dans des entreprises et même dans la pharmacopée peuvent engendrer des dépenses en coût de centaines de milliers, voire millions, milliards d'euros, dollars, peu importe, dans les pays où ils interviennent. Donc il y a un énorme détournement, et il y a une autre question également qui se pose, puisque cette firme connue à l'international pour le meilleur et pour le pire, nous retrouvons beaucoup de ces acteurs quand même, c'est-à-dire des employés, des personnes ayant fait carrière dans l'entreprise, à conseiller toujours, voyez-vous, à pousser au suicide et limiter les employés, à leur mettre des charges insurmontables, à détourner auprès des gouvernements des directives des fois pour répondre à un certain agenda. Vous le connaissez très bien. Idée 2020, l'idée de la biométrique, de la reconnaissance faciale, de la surveillance des gens, du contrôle des comportements jusqu'aux sentiments. Parce que c'est à peu près ça quand il est question de mettre des bracelets connectés aux gens, comme celui qui a un bracelet électronique à la cheville, voyez-vous. Et derrière toutes ces décisions, en fait, c'est une perte des libertés des gens, c'est une perte d'indépendance de nos pays qui n'arrivent plus à avoir le respect de leurs propres règles et qui se laissent imposer majoritairement de ce qui vient de l'extérieur, et McKinsey dans l'intérêt prioritairement américain. Si dérangeait le gouvernement et le gendarme du monde, rapidement leur aventure, leur conseil aurait pris fin bien avant. Il y a autre chose que je voulais dire, c'est les acteurs de dedans, on les retrouve après positionnés, des fois en dirigeants, PDG ou hauts conseillers d'entreprise, vraiment très cotés en bourse, et des fois même à des titres importants dans les décisions de partis politiques ou de gouvernement. Voilà pour cette introduction, alors on va commencer. La préface, voici ce qu'on appelle du journalisme à l'anglo-saxonne. Précis, anglais, travaillé et retravaillé. Michael Forsyth et Walt Bogdanich, deux des vedettes de la rédaction du New York Times depuis plus de 4 ans, creusent le même sujet, sortant au fil de leur enquête les révélations sur le rôle de ce qui est sans doute la firme la plus puissante du monde. Elle a été fondée par James Oscar McKinsey, 1889-1937, qui s'est mis à son compte à Chicago en 1926. L'Amérique connaît alors une croissance un peu folle. Et nous avons tout l'ordre du manufacturing, chacun essaye de développer son entreprise où ça sera géré de façon comme une usine. Et chacun occupe un poste, et si on doit l'entrer dans une répétition de la tâche afin que ce soit plus productif et qu'on gagne du temps, on va préférer ça plutôt des fois qu'un agent qui devrait faire plusieurs actions. Vous voyez, c'est vraiment automatisé et rendre l'humain comme un robot. Tac, 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 tac. Il réfléchit plus vraiment. Donc l'Amérique connaît une croissance un peu folle, les opportunités de business sont multiples et les dirigeants d'entreprise ne savent plus trop où donner de la tête. L'expert comptable a compris la mine que constituent les bilans et les comptes certifiés qu'il livre à ses clients. Il rentre, d'un point de vue extérieur, il regarde, ok, là j'ai détecté une faille dans quelque part cette danse qui s'exerce. Si j'emploie le mot danse, c'est parce que on se rappelle de McDonald's. C'est-à-dire qu'il avait animé toute sa chaîne de restauration comme une sorte de danse. Tac, tu passais d'un poste à une autre partie du travail et tu ne pouvais pas taper dans ton collègue. Tout était organisé pour que le déplacement soit le plus fluide possible et que la production ne soit jamais interrompue. Et dans les entreprises, c'est exactement pareil. Et pour le voir, il faut regarder depuis l'extérieur. Tout début, celui qui gérait McDonald's, il a dû se rendre dans d'autres fast-food et voir qu'il y avait des choses désorganisées, l'autre qui était à la cuisine, mais il en faisait qu'une partie et il galérait à suivre toute la commande. Alors que si on mettait celui qui prend, tac, il envoie, et après il y a toute la danse qui se fait, c'est rien, il fait juste les steaks, l'autre il les prend, il les met sur le truc, bref, vous comprenez la chaîne. Et bien de là, on est beaucoup plus efficace, on répond à toute la demande client, et ils peuvent même revenir plus nombreux, qu'il y aura encore de la disponibilité pour pouvoir les servir. Et là, c'est exactement ce que l'on retrouve. On a des entreprises des fois qui n'ont pas le temps de mettre le nez dans les bilans ou encore qui n'ont pas l'expertise de rentrer dans une entreprise et de voir où on peut mieux rythmer les choses. Eux, ils se proposent de le faire. Et apparemment, au début, ça semble fonctionner.
Le jeune homme qui enseigne à l'université de Chicago est passionné par la pédagogie et sa force est de pouvoir donner la chair aux longues colonnes de chiffres qu'il noircit pour le compte des entreprises. Il décrypte, synthétise, explique tant et si bien qu'il se propose d'établir à partir de ce matériau une stratégie pour conquérir les marchés. Il a la solution apparemment. Quelle est l'activité la plus rentable? L'emplacement le plus prometteur pour s'implanter? Tout passe par les études. Ton business, faut que tu l'ouvres comme ça, le cahier des charges, le lieu où tu vas être implanté. Attention, par exemple, pour la viande que tu vas prendre, est-ce qu'elle ne te coûterait pas moins cher directement avec les locaux que tu prendrais à la gorge en devenant le monopole de leur achat, par exemple. Les marges, où tu peux rogner, où tu peux t'adapter également pour servir à la clientèle, ce dont je vous faisais part juste avant. L'organisation hiérarchique la plus efficace. Y a-t-il besoin de 2-3 managers ou un suffit? Doit-on assister tous les jours à un bilan des chiffres de la veille ou tenir informés les employés de nouveautés, ou bien est-il plus efficace pour leur attention d'arrêter avec les flux d'infos comme ça qui viennent à les tabasser et qui les lassent, mais au lieu d'avoir un rendez-vous tous les jours, ça en sera que 2 à la semaine et des dates précises qui leur mettent un petit coup de boost en milieu de semaine par exemple pour les redynamiser et en fin de semaine pour leur mettre un petit coup de pression, mais ils ont le week-end, voyez-vous, pour passer la pression, et le lundi ils reviennent, et ce qui a été dit le vendredi, ça reste dans leur tête. Ce qui veut dire que ça va les marquer, le milieu de semaine ça redébute, tac, on les rebooste, et c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a plein de choses qui sont étudiées, la programmation neurolinguistique, comment porter auprès à la fois du patron, mais aussi de ses employés, et de leur montrer que c'est pour leur bien. C'est-à-dire, c'est un peu comme les... comment on appelle ça là enfin, c'est un nom anglais, mais en gros, vous avez des espaces de travail communs, avec plein d'îlots. C'est des équipes de 5, de 10. Et comme ça, vous les persuadez même, des fois, à leur pause, de revenir au taf. Au lieu de partir, je sais pas, aller prendre un déjeuner ailleurs, vous les persuadez que sur le site, c'est mieux d'être là. Qu'à leur pause... Au lieu d'être concentré sur autre chose, bah tiens, c'est plus intéressant qu'il y ait une cohésion d'équipe et qu'ils se réunissent autour d'un baby-foot ou encore d'une machine à café. Tout est étudié. Hein. Dans la salle de pause, la machine à café. S'il y a une autre petite salle, soi-disant pour le repos, 2 ou 3 canapés pour créer une convivialité et un certain espace où tu te sens bien au travail, tout est calculé. La grande crise et la récession auraient pu mettre un terme à l'aventure, mais elle va au contraire doper le modèle mis en place par l'universitaire et expert comptable. Dans la tourmente, les patrons ont besoin d'être assurés, de s'appuyer sur des tableaux de bord fiables pour trancher, de s'appuyer sur une expertise extérieure. Ils ont besoin de voir ce qui se passe actuellement et d'obtenir une prospective sur l'avenir. Comment ils vont pouvoir s'agrandir et faire, bien évidemment, plus de thunes. L'activité de conseil a cette particularité qu'elle se révèle indispensable, quelle que soit la conjoncture. Croissance ou crise, on a toujours besoin d'un McKinsey avec soi. Un très grand nombre de gouvernements se sont ainsi jetés dans les bras du cabinet américain quand survint en 2020 la crise sanitaire mondiale. Il est vrai que, grands seigneurs, les experts de McKinsey, au nom de l'intérêt général, proposaient souvent de livrer des conseils pro bono. Mais la gratuité n'a qu'un temps. Créer besoin, leur... satisfaire quelque part une certaine demande et puis couper les ponts pendant un petit temps. Comme ça, les autres sont devenus addicts à la potion qui était fournie et ils veulent absolument reprendre. Et comme ils sont addicts, c'est là que tu leur donnes le produit bien plus cher qu'il ne l'était à la base. Et c'est ce qui s'est passé avec McKinsey. D'un coup, tu peux te retrouver avec des PowerPoint à des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros. Mais la gratuité donc n'a qu'un temps. Ils étaient ensuite là pour permettre et remettre au carré les politiques sanitaires. Et peut-être même produire une certaine pression auprès des politiques pour correspondre à d'autres entreprises qui faisaient appel à eux pour vendre, je sais pas, plus de masques, plus de tests PCR, créer de la panique et derrière des investissements, les gens se disant, bah tiens, c'est la fin, autant dépenser nos comptes bancaires. Vous voyez tiens, à ce moment-là, on va s'intéresser auprès de publicités, vu qu'ils sont pris à domicile, sur les téléviseurs, ou sur les dernières consoles, ou encore sur des applications. Paf, 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 tout s'emboîte.
Ils étaient ensuite donc là pour remettre au carré les politiques sanitaires, encore là pour épauler les patrons à sauver leur marge face à la flambée de l'inflation, en supprimant des emplois comme chez Carrefour. Tiens, c'est la panique, le groupe risque de couler si on reste ainsi, à cause de l'inflation et des mauvaises directives de politique qui font n'importe quoi dans la gestion de crise Covid, mais comme en temps ordinaire. Et là, incroyable, on a la solution. Tiens, là, tout ça, ça coûte trop d'argent, les caissiers, caissières. Tu vas en laisser que 2 ou 3. Et il y en a une, tu vas créer un SaaS et tu mettras des scans automatiques. Les gens viennent et ils scanneront eux-mêmes leurs produits. En gros, ils feront le travail et toi, tu n'auras rien à débourser. Si ce n'est de mettre un vigile et pourquoi pas une hôte de caisse pour de temps en temps intervenir et débloquer une machine qui aurait buggé ou encore vérifier de temps en temps, de façon algorithmique dans la journée, je sais pas, il y a 20 clients au hasard qui vont ressortir pour vérifier s'ils n'ont pas grugé sur les courses. Et si on voit qu'en remontant, tiens lui, en vérifiant, il avait oublié de passer un article, la machine, elle voit à quelle heure sont passés les articles, à quel moment ça a bugué, là où il y a eu le contrôle, et là, comme par hasard, oh, tiens, il y a 2-3 articles qui ressortent du panier et qui sont scannés. Et donc, elle est capable, comme ça, de façon aléatoire, de voir s'il y a de la fraude et donc de renforcer des contrôles et ce genre de choses. Il y a tout un système. Et bien sûr à la pointe sur la transition énergétique ou pour piloter la propagation de l'intelligence artificielle. En fait, McKinsey est ni plus ni moins que la réalisation du processus en cours du World Economic Forum. C'est-à-dire, on a eu Klaus Schwab qui nous a sorti un livre qui s'appelle La 4e révolution industrielle, c'est exactement ça. Les politiques, ça coûte de l'argent. On va s'en séparer et pourquoi pas mettre de l'intelligence artificielle et produire des énoncés auprès d'un public, donc la population, et la faire voter. Et des fois lui demander pourquoi pas, en cas de doute ou de vote hâtif, si elle pourrait pas être dans l'argumentatif. Donc, la personne qui aura voté, imaginons dans l'avenir, ça ne sera plus un politique qui sera élu représentant et en fait qui agit que selon ses intérêts et des fois des lobbies toc toc toc. Tiens, il y a un petit chèque sur la table. Tiens, il y a une petite mallette sous la table. De façon un peu moins déclarée. Tu vois, parce que des fois, il faut mettre les liens d'intérêt. Et comme ça, on remarque que les politiques, pour la plupart, ont été corrompus sur tous les étages. Et étrangement, waouh, une solution arrive, McKinsey, qui voudrait être le cabinet de conseil, et waouh, on a le World Economic Forum, qui appelle les deux à tout automatiser, robotiser, faire appel à plus d'ententes personnalisables quant aux clients. C'est-à-dire, on s'adapte aux besoins du client. S'il veut un produit ultra modifié, on pouvait l'obtenir par le passé. Parce qu'un artisan coûtait trop cher. C'était inaccessible. Mais comme le métier de l'artisanat a disparu et que son savoir a été transmis dans la machine et que maintenant celle-ci, par les bras robotisés, les automatisations, en arrive à pouvoir personnaliser les choses, le client est d'autant plus satisfait que l'humain a été remplacé par un robot. Parce que le produit qu'ils pouvaient acheter uniquement de ces humains, des fois en usine, à la chaîne, c'était quelque chose d'universel. T'avais une référence. Mais maintenant que même les travailleurs à la chaîne et les artisans ont disparu, eux qui coûtaient trop cher, la machine a développé une certaine plasticité, un certain champ d'action qui s'est en tout cas élargi et permet de tout personnaliser. Le service client, c'est pareil. Ils veulent le personnaliser. Vous avez même maintenant, dans les groupes comme Téléperformance, etc., des intelligences artificielles qui peuvent, puisqu'ils font appel à des cabinets extérieurs, donc ils délocalisent tout ce qui est de l'ordre des services, et ils ont des personnes ne parlant pas forcément très bien français parce qu'ils ont leur accent de leur pays, ils ont des maîtrises de langue peut-être, puisque c'est pas leur langue principale, un peu moins élevées, et lorsqu'ils ont des personnes au bout du téléphone, il y a l'articulation qui joue. Et des fois, les gens, ils sont là, je comprends rien. Eh bien, l'intelligence artificielle a été développée, non pas pour rapatrier les emplois, mais au contraire, pour mieux les délocaliser encore et retravailler les accents. Et j'invente rien. C'est-à-dire, l'accent est recorrigé en direct afin que tu comprennes mieux ton interlocuteur. Donc, des entreprises ont été orientées vers ça. Certaines, on leur a dit, pour les coupes budgétaires, vous irez à l'étranger, je sais pas, en Asie, au Maroc, peu importe. Et
À la suite de ça, il y a eu un problème. Les entreprises, certes, elles ont gagné, mais la qualité du service n'était pas là. Pas de souci. Il y a une autre entreprise qu'ils avaient avisé en leur disant, par la suite, tu verras, si tu prends cette orientation de tout ce qui est du correctif des voix, etc., de développer des algorithmes en temps réel, eh bien nous, on trouvera après des clients pour ça. Oh tiens, magique. Ils ont un problème, on a la solution. Et ça a été le cas pour les opioïdes, pour la santé, ça a été le cas pour les productions de matériel, c'est aussi le cas pour la communication, pour la publicité et bien d'autres choses encore. Et c'est là où on se retrouve avec des intelligences artificielles, entre autres, qui ont été programmées dans ces lignes et lignes de code. Et aujourd'hui, bon nombre d'emplois sont menacés. Ce que le World Economic Forum et la 4e révolution écrite par Klaus Schwab avertissaient depuis des années. Que nous arriverions, notamment dans les métiers du tertiaire, à quasiment une totale automatisation. Sauf que pour que ça passe, il ne faut pas que ce soit brutal. Luc Julia nous avait écrit un livre, il avait dit, il faut que ce soit accepté. Vous devez passer des barrières cognitives, sinon, si vous êtes stoppé dès le début, c'est mort. Votre entreprise chutera, votre souhait de tout transformer, des smart cities, de l'automatisation des emplois et donc de la suppression de l'employabilité, ne pourrait prendre. Vous devez y aller étape par étape. Ça a été le cas avec des politiques qui ont pris le cap pour le revenu universel. Ça a été facilité, comme je vous le dis, par de la délocalisation dans un premier temps. On laisse entendre que les entreprises vont quand même garder les employés à l'autre bout du monde, mais on allie la technologie en soi-disant pour mieux articuler, alors qu'en fait, la technologie va servir qu'à une seule chose. C'est dans un premier temps, elle s'immisce pour mieux articuler, puis elle va remplacer certains mots, et au final, ça y est, elle connaît les façons de gérer, le tâtonnement est effectué, elle a pris l'info et elle est capable d'articuler comme un humain. Et en plus, de construire sa pensée de façon organisée. Donc de te répondre. T'as une question, ok. Il en fait l'énoncé dans son informatique, oui, non. Le client n'a pas compris, ok. Je dois avoir la possibilité dans l'algorithme de développer l'argumentation. En gros, c'est ça. Et c'est ce qu'ils opèrent avec Carrefour, mais d'autres entreprises. Et bien sûr, à la pointe de la transition énergétique, toujours au nom du climat, de l'environnement, plus de normes sont imposées. Début juillet 2023 s'organise un workshop avec une kyrielle de patrons aux rencontres économiques des rendez-vous estival de l'establishment français. Et peu importe si le lendemain, un rapport de la Cour des comptes confirme que les marchés passés à McKinsey pendant la crise sanitaire l'ont été non de façon illégale, mais selon un usage inapproprié du cadre contractuel. Toujours à jouer sur les mots, ça c'est les formules des avocats qui sont très bien copains avec ceux des cabinets. Toujours prêt, toujours efficace, toujours dans l'ombre, partout présent à souffler à l'oreille des gouvernants et des patrons, mais aussi en s'installant à leur place, créant un puissant réseau informel d'anciens. La force de la firme est de s'être infiltrée depuis un siècle au plus haut niveau du capitalisme. De l'avoir modelé, l'enquête de Michael Forsyth et Walt Bogdanich démontre parfaitement ces mainmises mondiales du plus important des cabinets de conseil en stratégie, comme l'avait fait, pour le cas français, un autre duo de journalistes, les infiltrés Mathieu Aron et Caroline Michel Aguirre, à la réédition 2022. La clé de ce modèle d'infiltration est dans les gènes de McKinsey. L'assoiffé de cet argent est maintenant conduit à l'associé fondateur qui inaugura en se faisant embaucher par son plus gros client. Donc l'associé fondateur, toujours avide d'argent, arrivera à se faire embaucher par son plus gros client. Il est devenu directeur des magasins Marshall Field. Des milliers de transferts de ce genre eurent lieu ensuite, au point que McKinsey se revendique comme une école. Ça y est, c'est un peu comme la London School of Economics de Beatrice Potter-Webb et de son mari. On avait Karl Popper, on avait l'élève George Soros, et d'autres encore. Là, vous avez un cabinet de conseil qui finalement s'impose comme une sorte d'école en influence des entreprises, et mieux, tu réussiras à développer des contrats, à créer, des suppressions d'emplois, ce genre de choses. Et pour toi, la facilité sera déployée de monter en rang, en grade. Y être embauché est un formidable accélérateur de carrière, une étape nécessaire pour les ambitieux surdiplômés. Malgré les polémiques qu'ont pu engendrer les révélations du New York Times sur ses agissements, la société de conseil aimante encore et toujours les meilleurs. Oui.
Ils sont attachés comme les aimants. Alors allons plus loin. On a eu 13 000 candidatures en 5 mois, soit 30% de plus sur la période équivalente l'an dernier. Donc après, on a des informations qui nous parviennent. La patronne du bureau, Clarisse Magnin, a vu son domicile perquisitionné par la police dans le cadre d'une enquête de justice, mais elle est toujours en place. La firme fait face à toutes ces attaques. Les communicants de McKinsey de l'agence Plead à Havas lui délivrent toujours des conseils, comme si rien ne s'était passé. La fermeture de l'activité de conseil au pouvoir public français ? Un non-événement, puisque McKinsey n'a cessé de marteler combien elle était marginale. Et le départ de celui qui la dirigeait, Karim Tadjeddine, n'est pas une très grande perte, bien au contraire. Le polytechnicien, réputé proche d'Emmanuel Macron, a perdu son job d'un commun accord. En raison d'un épisode qu'on n'hésite pas chez McKinsey à qualifier aujourd'hui d'accident industriel. La scène se passe au Sénat en janvier 2022. La Haute Chambre a ouvert une enquête sur les relations entre les cabinets de conseil et les pouvoirs publics, notamment pendant la période de gestion de crise sanitaire. Et ça ramène à un autre ouvrage qui nous laisse entendre que les politiques, normalement, doivent être experts dans leur domaine ou doivent s'appuyer sur des experts et après, d'une compréhension intégrale d'un rapport, d'un sujet sur lequel ils doivent se prononcer, être capables d'avoir discerné ce qui était du mensonge du vrai, de l'intérêt des Français plutôt que ce qui pourrait leur desservir. Et pourtant, on voit qu'au ministère, tous s'associent au cabinet de conseil pour obtenir des rapports tout faits. Ils les lisent même pas, ils vont à la conclusion, allez, une dizaine de pages, vingtaine de pages des fois, quand ils sont généreux, et de là ils prennent leurs décisions sur ce que le cabinet a orienté dans ses tournures de phrases, dans ses manipulations et dans ses liens d'intérêt avec d'autres entreprises. Entre mars et août 2020, pris de panique, le ministère de la Santé aura commandé dans l'urgence une 50aine de missions à McKinsey et ses concurrents pour l'épauler. Des années après, 5 ans après, nous apercevons qu'il y a eu magouille et compagnie et la folie autour du Covid n'était qu'une mascarade pour faire couler l'économie, nous imposer plus de marché international et également mettre, on va dire, les premiers pas dans ce nouveau monde où, à la moindre crise décidée, tout le monde doit être chez soi, confiné. Au moindre décision du gouvernement, vous devez vous y plier. Contrôle sanitaire, c'est égal à passe sanitaire. C'est ces cabinets qui, derrière, avaient intérêt à ce que les gens se testent. Et pourquoi pas deviennent anxieux, quitte à prendre des médicaments, par prévention, faisant fonctionner les cartels pharmaceutiques, ou bien par dépression, étant sous psychotropes. Et peut-être même, qui sait, l'envie, comme pour les États-Unis, en France, d'y inclure des opioïdes. De rendre les gens complètement zinzins et dépendants de cartels, d'entreprises et de ce genre de choses. Une façon de mettre le pied dans la porte. La société américaine est vite récompensée puisque durant la phase suivante, de décembre 2020 à octobre 2021, elle va facturer au ministère de la Santé une dizaine de millions d'euros. De quoi interpeller les parlementaires. Les éléments de langage ont bien été répétés. Lunettes vissées au-dessus d'un masque blanc immaculé, Thomas London, responsable du pôle santé du bureau français de McKinsey, s'en sort bien. Sûr de lui, il minimise. Comme il a été convenu, il minimise son rôle dans la gestion de la pandémie. Je cite, « Les choix tels que vacciner, dans quel ordre, ceux sur le pass vaccinal, les actions de communication, tous ces éléments-là étaient exclus de notre périmètre d'intervention. » Fin de citation. La prestation de Karim Tadjeddine, elle, se passe mal, très mal. Il avoue d'ailleurs volontiers aujourd'hui à ses proches qu'il a été mauvais. Ramassé sur lui-même en position défensive, il a choisi un épais masque noir derrière lequel on peine à entendre ses explications laborieuses. Incisive, la sénatrice communiste Eliane Assassi porte le fer là où il ne s'y attendait pas. Sur une commande de seconde zone à l'échelle du cabinet, l'organisation d'un séminaire, non pour le compte du ministère de la Santé, mais pour celui de l'Éducation nationale. Le problème est que le contrat en question, à moins de 500 000 euros, presque une misère pour le cabinet, est que le dit séminaire n'a jamais eu lieu. Donc ils ont facturé des centaines de milliers d'euros aux Français pour quelque chose qui n'a jamais vu le jour. Tadjeddine
Déstabilisé répond à côté de la plaque en récitant les acronymes des directions et sous-directions du ministère qui lui ont passé commande. Taclé en raison du caractère imprécis de sa réponse, il change de braquet et se défausse. Je cite « Je n'ai pas directement piloté ces travaux. » Fin de citation. L'effet est dévastateur. Et donne une impression de manque de professionnalisme. Un comble pour un dirigeant de McKinsey. Transpirant sous son masque, il n'est pas non plus préparé à la question simple qui lui est posée par un autre sénateur de droite cette fois, Arnaud Bazin. Je le cite. « Vous êtes soumis aux impôts français comme n'importe quelle société. » Bien sûr, je le dis très nettement, nous payons l'impôt sur les sociétés en France. Fin de citation. Cette fois, Karim Tadjedine n'a pas bafouillé, mais il s'est un peu vite avancé. Le sénateur Bazin et ses collègues de la commission des finances vont aller vérifier la véracité de ces dires en réquisitionnant les documents au ministère des Finances. McKinsey est effectivement assujetti à l'impôt sur les sociétés, mais depuis une dizaine d'années, il ne le paye pas en raison d'un résultat fiscal systématiquement négatif. McKinsey et ses communicants allument des contrefeux. Dans Le Figaro et Les Échos, sur l'antenne de BFM Business, la patronne du bureau, à qui l'audition au Sénat a été épargnée, sort de l'ombre pour dénoncer des contre-vérités. Elle récite un discours validé par ses avocats et communicants. Je cite « La contribution à l'impôt d'une entreprise, ce n'est pas que l'impôt sur les sociétés. Et nous avons payé quasi un demi-milliard d'euros de cotisations sociales, taxes et impôts ces 10 dernières années. » Alors, les cotisations sociales, est-ce qu'ils appellent payer des impôts du fait d'employer des gens et de les payer sous le régime français ou c'est quoi ? Laborieuse et tardive explication alors que les sénateurs ont déjà saisi la justice sur ce point. De son côté, Bercy a diligenté un contrôle fiscal quelques semaines après la création de la commission d'enquête. Le ministère est directement informé. Et en bon politique, il se couvre en se mettant du bon côté, celui des sénateurs. Sans citer McKinsey, Bruno Le Maire n'hésite pas à enfoncer les cabinets de conseil. Le voilà qui parle à la télévision d'abus et de dérives. Ils veulent se protéger, eux. Il souligne au passage que sa propre administration, en raison de son excellence, a réduit d'un tiers en un an le recours à ses prestataires experts. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, ancien titulaire du portefeuille de la santé, joue une autre partition en avant benoîtement. On n'avait pas le choix. En gros, c'était la crise, on ne savait pas quoi faire, nous étions affolés, on n'avait pas le choix. On devait avoir besoin de ces cabinets de conseil. C'est bien là le problème. À lire l'enquête de Michael Forsyth et Walt Bogdanich, on réalise que nombre d'organisations publiques et privées, avant même la crise sanitaire, se sont mis sous la dépendance des cabinets de conseil et en particulier du numéro 1 mondial, McKinsey. Les auteurs ont fait des comptes. La quasi-totalité des 100 plus grandes entreprises du monde et les dirigeants d'au moins 63 pays ont ou ont été conseillés par McKinsey. Dans au moins 15 de ces derniers pays, la mission concernant des fonctions régaliennes, la défense, la justice et l'intérieur était engagée. Dixit, un ancien de la firme, cité anonymement dans le livre, je cite, « Pour ceux qui sont convaincus qu'une cabale secrète contrôle le monde, que les usual suspects sont les Illuminati ou les reptiliens, ils se trompent. Il n'existe pas de société secrète façonnant chaque décision majeure ou déterminant le cours de l'histoire humaine. Cela dit, il y a McKinsey et compagnie. » En clair, rien n'est caché, tout est joué devant vous, avec votre argent, les acteurs sont là en pleine lumière, mais vous les laissez faire. Si comme d'autres ministres de la Santé, Olivier Véran n'avait pas le choix, c'est sans doute parce que son administration était mal armée pour faire face à l'impensable pandémie. Mais c'est aussi parce que McKinsey a les meilleurs experts en gestion de crise et en organisation logistique. Et c'est aussi parce que McKinsey est le cabinet de conseil le plus proche du gouvernement et du président Emmanuel Macron. Alors que je regarde un petit instant, donc page 14, j'avais mis OK, on va aller à la page 15. L'affaire BlackRock retombera comme un soufflet. Ce ne sera pas le cas pour la polémique McKinsey. Le cabinet fait l'objet de pas moins de 3 enquêtes ouvertes par le redouté parquet national financier, PNF. Il y a bien sûr des soupçons d'optimisation fiscale, mais l'essentiel est ailleurs. À la suite de plusieurs signalements et plaintes d'élus et de particuliers, le parquet national financier a décidé, comme il le fait souvent dans les affaires politico-financières, d'élargir ses investigations, de tirer le fil. La cible, même si elle n'est pas citée, n'est plus McKinsey mais bien Emmanuel Macron.
L'information judiciaire ouverte fin 2022 concerne en effet les chefs de tenue non conformes des comptes de campagne et de minoration d'éléments comptables dans un compte de campagne. L'affaire a été confiée à plusieurs juges d'instruction, dont Serge Tourner, doyen du pôle financier au tribunal judiciaire de Paris, qui a déjà affiché à son tableau de chasse les condamnations de François Fillon et de Nicolas Sarkozy. Fort de son expérience, l'ex-président, qui aime livrer ses conseils à Emmanuel Macron, l'a prévenu: les ennuis vont commencer en 2027, dès qu'il ne sera plus couvert par l'immunité présidentielle. Donc là, on apprend que d'ici même pas 2 ans, en 2027, quoique 2 ans, il me semble que ce sera peut-être au mois de mai, un truc comme ça, les élections, Macron va sortir, et là, les ennuis vont commencer. Ils ont un dossier peut-être encore plus gros que le livre, sur le personnage, sur ses liens d'intérêt, ses financements de campagne, ses soumissions peut-être à d'autres pays ayant été dans les malversations financières, dans les propagandes, dans les couvertures médiatiques, et dans l'étouffement de certains scandales comme ceux avec les financements des cabinets de conseil. Alors c'est Éric Dupond-Moretti qui a dit ça. Le président de la République en est sans doute lui-même persuadé, même s'il affirme exactement le contraire. Je crois que le cœur de l'enquête n'est pas votre serviteur. Fin de citation. Sachant que Karim Tadjeddine est une bonne partie de l'équipe parisienne, en était à l'origine d'En Marche. Donc Karim Tadjeddine, qui était à la tête de certains financements et de contrats McKinsey et la présidence, était également, parmi les premiers à l'origine du parti politique d'En Marche. On voit mal les juges s'intéresser via ce dossier au compte de campagne d'un autre candidat. Notre conviction est qu'en France, l'affaire McKinsey est 100% politique, et on comprend que nos amis du New York Times, peut-être pas vraiment au fait des petits pois de Nicolas Sarkozy et du passif entre l'avocat Dupond-Moretti et les magistrats, n'aient pas eu le temps de s'y plonger. Alors allons à la page numéro 18, et nous pourrons passer à l'introduction. On est à 37 minutes, ok. Depuis 2018, le board a mis en place un process passant au tamis les prospects et les clients à risque, mettant en balance la création de valeur et la réputation, y compris dans la sphère publique. McKinsey a ainsi refusé de conseiller l'Ouganda dans l'exploitation de ses ressources d'hydrocarbures, étant donné le risque réputationnel inhérent à ce projet confié à Total Energy. Il a aussi toujours refusé de conseiller l'homme d'affaires Donald Trump, épaulé par le BCG. Suffisamment riche pour refuser des clients, suffisamment influent pour pouvoir changer le monde, McKinsey, malgré ou à cause de l'ensemble des affaires révélées dans ce livre, est une entreprise exclusivement composée d'intelligence capable de se questionner. Michael Forsyth et Walt Bogdanich ont interrogé une bonne centaine de collaborateurs et ex-collaborateurs de la firme, sont revenus avec la conviction qu'il ne s'agissait effectivement pas de simples requins. À la fois complexes et formatés, ce sont ces cerveaux bien faits qui ont les clés de l'avenir du capitalisme, avec la conviction qu'il ne faut pas en sortir. Car il a la capacité de se transformer. Ceux qui ne croient plus au capitalisme n'ont pas tort de clouer au pilori McKinsey. Donc ça, c'était le préambule par Pierre-Henri de Meton. Un petit instant, je bois une gorgée. Et allons de suite à la page numéro 21-22. Le taux de criminalité est monté en flèche et le nombre d'habitants est tombé à 69 000 après avoir atteint un pic en 1960 avec 170 000 âmes. Les panneaux publicitaires implantés en bordure sud du site de l'usine témoignaient d'une population complètement déboussolée. Je cite : « Vous êtes l'esclave de vos désirs ? Laissez Jésus vous libérer. » Fin de citation, disait ainsi l'un, tandis que les autres faisaient la promotion d'un club de striptease, d'un avocat spécialisé en accidents du travail et d'un casino. L'année 2014 a cependant apporté aux sidérurgistes une lueur d'espoir. Mario Longhi, le nouveau PDG de l'entreprise, venait d'engager McKinsey. Donc on est sur une entreprise de sidérurgie aux États-Unis. Le nom, mince, je ne l'ai plus, mais c'est pas grave, je pense qu'il va revenir.
Et donc ils font appel à McKinsey et compagnie, un cabinet de conseil d'élite connu pour sa capacité à résoudre scientifiquement les problèmes complexes. Les plus grosses entreprises du monde entier, mais aussi des gouvernements faisant travailler ces consultants, même la CIA, le FBI et le Pentagone avaient recours au service de McKinsey, tous persuadés que ce cabinet avait une capacité de jugement et des moyens qui faisaient défaut à leurs dirigeants. Avec l'aide du cabinet, US Steel allait redorer son blason et retrouver son rang d'entreprise phare du pays qui avait construit ses ponts, ses immeubles et les armes qui avaient permis de vaincre ses ennemis. Pour cela, elle se concentrait farouchement sur la recherche de profit, sur ses clients, sur la structure des coûts et sur l'innovation. Tout cela sans sacrifier, selon leur dire, ni la sécurité, ni l'environnement. Les sidérurgistes de Gary ne savaient pas vraiment à quoi s'attendre de la part de ces consultants grassement rémunérés, pour la plupart issus des meilleurs MBA du pays. Ils ne tarderont cependant pas à comprendre et à apprendre, comme d'autres avant eux, ce qui se passe quand McKinsey entre en ville. La construction du complexe métallurgique US Steel de Gary a commencé en 1906, sous la direction du président de l'entreprise, Elbert Gary, un ancien juge qui voulait que la ville porte son nom, même si lui-même ne souhaitait pas y vivre. Qualifié d'austère moraliste par un historien, le juge Gary se souciait moins du bien-être des résidents que de l'efficacité et de la profitabilité de son aciérie. Alors que cet homme fréquentait les têtes couronnées d'Europe et collectionnait des œuvres d'art de la Renaissance, ses employés vivotaient dans la parcelle, un quartier miteux et insalubre, qui comptait 200 bars au nom aussi évocateur que le seau de sang. Ces hommes et ces femmes trimaient 12 heures par jour, 7 jours par semaine. Selon un groupe en lien avec l'Église, cette semaine de 84 heures faisait honte à la civilisation. De son côté, un comité du Congrès l'a décrit comme un système brutal d'esclavage industriel. Et comme je vous disais, aujourd'hui, dans les entreprises, la salle de pause, c'est la machine à café. Mais il faut cogiter à l'époque, avant qu'il y ait ces petits systèmes de salle de pause. Les gens, fallait les faire travailler sans forcément qu'ils tombent en dépression. Le seul moyen pour eux de décompresser un peu le soir, c'était finalement de leur installer des bars. Et en plus, ça entraînait une économie. Vous voyez, il fallait absolument qu'il y ait une proximité d'une débauche. Comme ça, ils sont quelque part coupables de la chair. Et le seul moyen de profiter de ces mauvais actes et de retomber dans ces travers, eh bien, c'est de se tuer au taf. Pour le soir, soit se bourrer la gueule, soit se droguer, soit se taper des putes. En gros, c'est à peu près ça. Et c'est comme ça qu'on est tombé dans une forme de capitalisme assez vile, assez monstrueuse et qui a transformé une bonne partie de la société. Là où hier c'était du collectif et on travaillait ensemble et pourquoi pas on commençait à faire du travail à la chaîne pour être plus productif et apporter du confort dans tous les foyers, malheureusement c'est tombé plutôt dans l'horreur. Avec des patrons qui veulent prendre jusqu'au sang des employés, les faire travailler jusqu'à ce qu'ils aient carrément la marque dans la peau, et que le travail soit une forme de marque et qu'il marque la chair. Des personnes qui n'ont plus le temps, voyez-vous, d'être eux-mêmes, de réfléchir. Ils sont seulement là. Ils existent pourquoi, selon eux, uniquement pour répéter la même chose. Être asservi. Et le juge Gary n'en avait cure. Opposé aux syndicats, il considérait les dirigeants de ces derniers comme ses inférieurs et pensait que ses employés préféraient travailler autant d'heures que possible. De son côté, James O. McKinsey, un comptable originaire des Ozarks, fondateur de la société éponyme, avait lui aussi foi en l'efficacité et en la valeur des profits. Sa jeune entreprise avait commencé à conseiller US Steel durant la Grande Dépression et l'aciérie n'avait pas tardé à devenir son client principal. De fait, 40 consultants travaillaient en permanence pour ce compte. À un moment, US Steel a représenté jusqu'à 50% de la facturation du bureau de New York de McKinsey. Quand la loi Wagner de 1935 a exigé des entreprises qu'elles négocient avec les travailleurs qui réclamaient des augmentations de salaire et des conditions de travail plus sûres, McKinsey a mis en place une unité spéciale pour conseiller les dirigeants sur la manière de gérer ces demandes. Donc en 1935, aux États-Unis, on a une loi Wagner. On doit écouter tout de même les revendications des travailleurs, essayer de s'adapter à leur bien-être. Et McKinsey entre en jeu, ils disent « Attendez, on va vous expliquer
comment mettre une personne qui répondra à ces demandes. Et en gros, qui jouera du langage, manipulera les employés, et leur dira « Oui, mais regarde, t'as peut-être tel avantage ». Enfin, ils arriveront toujours à retourner la situation pour que les droits ne s'exercent pas. En gros, c'est ça. McKinsey, dans les années 50, cette firme ayant perdu son soutien principal au sein de l'acierie, cette collaboration prit fin jusqu'à ce que, 60 ans plus tard, le nouveau président de US Steel, Mario Longhi, décide de la réactiver pour sortir l'entreprise de sa mauvaise passe. Quand cet homme originaire du Brésil est devenu président de US Steel en 2013, cela faisait des années que l'entreprise était déficitaire. Alors que je rate juste un truc. 22, ok, ouais. Empêtrée dans des pratiques inefficaces, d'un autre temps, elle se faisait tailler des croupières par de petits concurrents ayant adopté de nouvelles technologies. Comme le juge Gary, Longhi portait la moustache et aimait l'opulence. Comme en témoigne sa villa de Floride, avec 10 salles de bain, cottage pour invités, salle de sport, espace multimédia et piscine, revendu ensuite pour la coquette somme de 9,8 millions de dollars, et sa propriété sur Fisher Island, l'une des enclaves les plus huppées du pays, uniquement accessible par ferry, hélicoptère ou yacht privé depuis Miami. Après, il continue, il nous explique les choses. Et à sa demande, McKinsey mit en œuvre un business plan transformationnel qu'il dénomma The Canergy Way, à la façon Canergy, en l'honneur du cofondateur de US Steel, Andrew Canergy. Le jugeant crucial pour son avenir, US Steel le cita pas moins de 49 fois dans son rapport annuel de 2014. Il s'agissait notamment de maintenir à moindre coût et de façon plus efficace l'infrastructure et l'équipement vétus du sidérurgiste, une bataille que McKinsey, un expert mondialement reconnu en matière d'efficience, était particulièrement bien placé pour mener. J'ai juste marqué une pause. C'est McKinsey, ils vont en fait manipuler les employés de cette sidérurgie, entre autres, et ils vont leur dire « Faites des efforts, et quand l'entreprise ira mieux, en gros, vous en récolterez le fruit de ce progrès. » Parce que si on s'effondre, vous perdez vos emplois, vous perdez de facto les salaires, pour votre bien-être, pour votre famille, pour l'avenir. Mettez pas 100% de votre énergie, mettez-y 200%. Ne soyez pas bloqué sur des journées à 8 heures, 9 heures de travail. Soyez productif, 12 heures. Ne demandez pas d'augmentation. En gros, c'est à peu près ça qui va être expliqué après d'une autre façon, une autre formule. Mais c'est de dire, jouez de la pauvreté, de la misère qui va venir, et vous pourrez mieux vous en mettre plein les fouilles. Et au passage, comme on est le cabinet qui vous donne ces conseils, vous allez également nous rémunérer grassement. Donc il en voulait pour preuve ces consultants qui ont vu ce que l'on faisait et ont conclu que ce plan de transformation n'a pas d'équivalent en termes d'envergure et de profondeur dans le pays. Longhi mettait quiconque au défi de montrer que son entreprise n'avait pas envisagé toutes les options possibles pour accroître sa rentabilité. Je cite « Nous faisons tout ce qu'il faut et de manière plutôt efficace. Je vous prie de me croire. » Fin de citation, déclarait-il. 24. Ok, 2015, ça va être où? Ça va être là. Avec un nouveau patron à sa tête et un plan de transformation radical en place, l'action de US Steel commença à remonter. En 2014, pour la première fois depuis 6 ans, l'entreprise engrangea un profit, mais ses progrès étaient plus illusoires que réels. Dès le premier trimestre de 2015, le sidérurgiste se retrouva à nouveau dans le rouge avec 75 millions de dollars de pertes, ce revirement impactant non seulement les investisseurs, mais aussi les travailleurs. 9000 employés, dont ceux du site de Gary Works, furent ainsi informés d'un possible licenciement. Les responsables de la maintenance furent durement touchés. Des dizaines d'entre eux furent directement congédiés et 200 rétrogradés au rang de travailleurs volants, avec une réduction de salaire importante et une affectation à des zones du site qu'ils connaissaient peu. Pour le personnel syndiqué, il est vite devenu clair que le Canergy Way n'était qu'une couverture destinée à masquer le projet de l'entreprise de réduire les coûts. Ce qui, selon eux, ne pouvait que mettre leur sécurité en danger. Et je vous invite à regarder la 3e émission revue d'actualité, là de 2025, oui,
Et regardez l'analyse que j'ai produite sur la guerre soi-disant commerciale avec les douanes, les taxes qui augmentent entre l'Amérique et l'Union européenne, et les risques pour des entreprises transfrontalières et également transcontinentales. Regardez ce qui va se passer. Et en fait, ils sont en train de travailler à enlever la responsabilité des dirigeants, des entreprises et de l'État, et je suppose que d'ailleurs, il y a un cabinet de conseil obligatoire qui est derrière ça. Et ils invitent en fait à rentrer en guerre concurrentielle pour supprimer les emplois. Ah mince, c'est un effet collatéral, mais en fait, mieux robotiser, automatiser, afin, à l'avenir, de repactiser entre l'UE et les États-Unis, tout simplement. Voyez-vous, de remettre main dans la main, mais en ayant enlevé plein d'emplois, en robotisant les choses, et ça y est, la cadence de productivité et d'efficacité, on va dire en termes de rentabilité, est de retour. C'est ça qui est fou. Et c'est exactement ce qu'on observe pareil avec eux, tu vois. De plus, selon Mac Millsap, le directeur du syndicat des métallurgistes du district 7, McKinsey n'avait aucune expérience de gestion d'une aciérie, ni de ce qu'il faut faire pour assurer la sécurité des travailleurs. Donc ils sont intervenus pour normalement donner un regard expert sur la comptabilité, sur la manière de travailler, sur là où on peut anticiper l'avenir pour l'aciérie, alors qu'ils ne connaissaient rien dans ce domaine de métier. Nous les avons vus en 2020 intervenir pour le terme de la santé, de comment gérer des pandémies alors qu'ils n'en connaissaient rien. C'est dingue. Cet avertissement s'avéra malheureusement prophétique. En juin, Charles Kremke fut retrouvé inconscient par ses collègues avec des brûlures au 3e degré à la tête. Un porte-parole de l'entreprise annonça ensuite que l'homme n'avait pu être ressuscité. Le coroner établit qu'il avait été électrocuté, mais il a fallu attendre des mois avant que son employeur révèle la cause de son décès. L'accident valut à US Steel d'être cité par l'État d'Indiana pour 4 violations toutes graves de règles de sécurité, avoir manqué de couper le courant avant l'opération de maintenance, ne pas avoir formé de façon adéquate les employés identifiés, un circuit actif, avoir manqué de tester l'équipement pour s'assurer que les connexions étaient désactivées avec une opération de maintenance, et afin de ne pas avoir fourni d'équipement de protection à ceux qui travaillent autour des circuits actifs dans les lieux confinés. Puisque les gens ne sont plus formés sur des jours et des jours, on a réduit ça, il faut que ce soit accéléré, et du coup on fait sauter certaines règles de sécurité information. Ce personnage, cette personne, Charles Kremke, est décédé à cause de ça. D'une négligence de formation, d'une négligence quant au personnel, c'est-à-dire il se retrouve tout seul peut-être pour intervenir et personne ne voit qu'il est en train de cramer, qu'il est en train de s'électrocuter. C'est dingue. Donc après, il y en a plein qui ont dit « Hey Mario, McKinsey c'est ciao, McKinsey voleur, McKinsey égale non-respect des règles. Oui au syndicat, non à McKinsey, McKinsey dehors. » US Steel a continué sur sa lancée et a continué à émettre 21,7 millions de nouvelles actions. Cette offre spéciale, qui lui permit de lever 482 millions de dollars, eut lieu en août, au même moment où les syndicats dénonçaient le démantèlement du département responsable de la maintenance par la direction. Ils étaient furieux. Et McKinsey continuait... Alors attendez, j'ai vu ça quelque part. Puis fin septembre 2016, alors qu'Arizola travaillait à résoudre un problème électrique sur une grue avec 3 autres de ses collègues, il reçut une décharge de 480 volts. Qu'en l'espace de quelques années, on a déjà 2 décès. Il n'y a que l'argent qui les intéresse, a déclaré sa veuve après avoir appris le décès de son mari. Je cite « Je n'ai plus de mari, mes enfants ont perdu leur père. Je ne sais absolument pas comment je vais payer ma maison, ma voiture ou mes factures. Je suis une femme au foyer, sans expérience. John était tout pour moi. » Fin de citation. Bon, on retrouve à nouveau quand même ces comportements de femmes. C'est pas vraiment la mort de leur mari, le manque de conditions au travail, le fait que c'était dur. Non, c'est comment je vais payer la maison, comment je vais pouvoir payer les études aux gamins. Le mari, en gros, c'était lui qui payait tout. Vous voyez, c'est ça aussi qui est désastreux. En gros, elle trouvera quelqu'un d'autre et elle remplacera la personne. Grâce à une campagne, GoFundMe, des amis et des sympathisants récoltèrent malgré tout 14 000 $ pour elle.
Selon Billy McCall, président de la section 1066 du syndicat United Steelworkers, du temps de la mise en œuvre du plan Carnegie. Ah ouais, en fait, c'est même pas, excusez-moi, Carnegie, c'est Carnegie. Je fais de temps en temps j'inverse des lettres. Donc c'est pas Carnegie, hein, c'est Carnegie. Ouais, Arizola était apprécié, je cite. C'est parce que US Steel a appliqué les recommandations de McKinsey qu'Arizola a été déplacé d'un poste qu'il maîtrisait vers un autre qu'il ne maîtrisait pas bien. Il est presque certain que c'est à cause de cela qu'il est mort. Fin de citation. Donc il a été changé de poste. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, on en supprime, puis il faut les rendre polyvalents, mais ils ne sont pas assez formés, donc ils font des erreurs. Ils n'ont pas en plus l'équipement de protection, donc là on est sur la sidérurgie, l'acierie, ce genre de choses, mais on a également les mêmes problèmes pour les parcs Disney, dont on parlera la prochaine fois. On est déjà quasiment à 1 heure. Là on est rendu à la page 27. Réduction de budget, etc. Et il y a encore plein de surprises. La prochaine fois, j'essaierai peut-être d'avancer un peu plus vite. Là, je vous ai lu quasiment des pages intégrales. J'ai pas ajouté grand-chose en complémentarité, mais c'était plutôt bien, une bonne émission pour commencer sur le sujet des cabinets de conseil et particulièrement de McKinsey. A très bientôt, chers auditeurs et spectateurs. La vérité est notre avenir et nos valeurs restent ancrées. Les chrétiens ont déjà gagné, notre victoire est assurée. Amen. À très bientôt.